7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Liselotte Dutreuil. Mardi débutait le procès en appel de Julian Assange. En 2010, le journaliste avait révélé au grand public des centaines de fichiers classés top secret, ébranlant le gouvernement américain. Depuis poursuivi par ce dernier, Assange avait d'abord trouvé refuge durant 7 ans dans l'ambassade d'Équateur avant d'être emprisonné au Royaume-Uni. Aujourd'hui, les États-Unis réclament son extradition afin qu'il soit jugé et condamné en vertu de la loi américaine. Malgré la quasi-indifférence des médias européens, derrière l'affaire Assange se cachent de grands enjeux. Quels sont-ils ? Quelle est la portée symbolique de ce procès ? Quelles en seront les issues et les conséquences ? Avec nous pour en parler, François Corbert, spécialiste du droit pénal et de la défense des droits des détenus, délégué général de Robin des Lois, une association de défense des droits des personnes détenues et des libertés publiques. Bonjour François Corbert. Oui, bonjour. Alors avant de parler justement des enjeux et de la symbolique de l'affaire Assange, est-ce que vous pourriez commencer par rappeler factuellement qui est cet homme et ce qu'on lui reproche ? Oui, bien sûr. Donc Julian Assange est un citoyen australien au départ qui a eu l'idée de monter Wikileaks, le fameux Wikileaks, pour diffuser des informations qui éventuellement gênaient les gouvernements. Ça peut être les papiers de Panama, les Panama Papers, ça peut être tout ce qui peut arriver à Wikileaks en protégeant les sources. Donc leur politique n'est pas d'aller fouiller dans les ordinateurs, c'est de recevoir des documents du monde entier. Et Wikileaks s'est particulièrement fait connaître il y a un peu plus de 10 ans maintenant en dévoilant un certain nombre de milliers de documents sur les crimes de guerre américains en Irak, notamment le fameux collateral damage, où on voit un hélicoptère américain qui tire sur des civils. Ce sont des crimes de guerre et personne n'a jamais été poursuivi dans l'armée américaine pour ces crimes. Et beaucoup de documents. Il y a eu ensuite les câbles diplomatiques d'Hillary Clinton, ce qui n'a pas du tout plu évidemment à cette dame, mais qui est passionnant parce que ça montre comment fonctionne la diplomatie américaine, pas forcément de façon très régulière, dans le monde entier. Et évidemment, il s'est attiré beaucoup d'ennemis, non pas aux États-Unis, parce qu'il est très populaire là-bas, mais dans ce que j'appelle, avec un peu de précaution, le lobby militaro-industriel. Il ne faut pas imaginer que ce soit tous les Américains qui le poursuivent. Il y a sans doute le Pentagone, des gens qui ne lui pardonnent pas d'avoir révélé des choses qui étaient très gênantes pour l'armée américaine et pour les Américains en général. C'est un petit noyau qui a déclenché ces poursuites, mais une fois que c'est lancé, c'est difficile de les arrêter. Et l'histoire, vous l'avez rappelé, c'est qu'il y a plus de 10 ans maintenant, Assange, qui se trouvait alors à Londres, s'est réfugié à l'ambassade d'Équateur pendant 7 ans, dans des conditions très difficiles, parce que c'est un tout petit local, il n'y avait pas de place, parce que les Américains ont lancé les poursuites. Et c'est là que ces poursuites sont extrêmement discutables, puisqu'elles reposent sur ce qu'on appelle l'Espionnage Act, qui est un document qui, normalement, ne permet de poursuivre que les citoyens américains. Ça avait été mis au point pendant la guerre pour dissuader des soldats de diffuser des informations. Donc, il est poursuivi sur la base de ce texte, qui ne s'applique normalement qu'à des Américains, et c'est en vertu de ce texte qu'un mandat d'arrêt international a été lancé. Comme on est dans un système, en principe, démocratique, la Grande-Bretagne s'est chargée de l'attraper, mais comme la France aurait dû l'attraper sans préjuger, en vertu de ce mandat international. Mais il était dans l'ambassade, ça l'a protégé pendant des années, et finalement, le gouvernement équatorien a changé. C'est un gouvernement plutôt pro-américain, et immédiatement, la protection diplomatique a été levée, et Assange s'est retrouvé livré à la police anglaise, qui est venue le chercher, et qui l'a mis dans une prison de haute sécurité, qui s'appelle Belmarsh, où il est toujours maintenant depuis 4 ans, dans des conditions évidemment très difficile. Il n'a rien à faire là. C'est un journaliste, c'est un lanceur d'alerte, c'est un éditeur Wikileaks. Le monde entier a reconnu ses compétences, puisque lorsque le grand moment de Wikileaks, ça a été il y a maintenant une dizaine d'années, quand Le Monde, les plus grands journaux du monde entier, le Times, ont publié en même temps des pages entières sur les contenus de ce que Wikileaks révélait. Donc c'était historiquement et politiquement passionnant, en occultant bien entendu ce qui pouvait mettre en danger des vies et des situations, et en
contextualisant, comme on dit, ces documents pour qu'on comprenne de quoi il s'agissait. C'était extrêmement intéressant, c'était une très très belle opération démocratique. Le problème, c'est que ça lui coûte la liberté, puisque il est poursuivi, et cette poursuite est très inquiétante au-delà de son cas personnel, dont on va parler un petit peu avec le procès qui s'est déroulé pendant 2 jours, et ce qu'on peut craindre ou pas. Mais ces poursuites, évidemment, sur la base de cet Espionnage Act, si elles finissaient, c'est-à-dire qu'Assange soit extradé et jugé, malgré les amendements de la Constitution américaine qui permettent une grande liberté, ce serait dramatique pour tous les journalistes du monde entier, et donc pour notre capacité à être informés, parce que ça ferait jurisprudence. Il faut savoir que personne n'a jamais été poursuivi sur la base de cet Espionnage Act. Donc, Alors, cet espionnage acte, ça fait de lui un espion, là où lui, finalement, n'était simplement qu'un journaliste et un relais d'information. Absolument. Et tous les slogans que vous avez pu voir depuis qu'on reprend en manifestant, puisqu'on manifeste aussi, c'est une façon de ne pas oublier. Mardi soir, il y avait 2000 personnes à la Bastille, des gens un peu dans toute la France et dans le monde entier à la même heure. Donc, au début de ce procès dont on va parler, on se retrouve, puis avec le temps, on finit par se connaître. Et donc l'un des slogans, c'est journalism is not a crime. C'est vraiment très simple comme combat, très curieux d'ailleurs parce qu'il y a des gens de droite ou de gauche dans les militants ou dans les manifestants. Les gens se sentent concernés parce qu'ils sentent bien que si les Américains réussissent, alors je précise que je ne suis pas fanatiquement anti-américain. Oui, la question, c'est pas vraiment de savoir si on soutient ou non les États-Unis dans toutes ces opérations réalisées. Voilà, c'est que sur ce coup-là, ils ont tort, historiquement, politiquement, c'est grave. Et surtout, si le petit lobby qui poursuit Assange aboutit, plus un journaliste dans le monde, français, australien, autrichien, n'osera publier à jamais des documents qui arriveraient et qui pourraient mettre en délicatesse ou gêner les Américains, parce que la jurisprudence Assange serait là, et le journaliste ou la journaliste, je ne sais pas, n'importe quel journal qui aurait des informations qui pourraient mettre en danger ou gêner le gouvernement américain, immédiatement, il y aurait une autocensure, parce que on ne voudrait pas prendre le risque d'être condamné comme Assange. Parce qu'il est poursuivi, mais les journaux, c'est quand même, heureusement, hein, mais les journaux qui ont publié il y a 10 ans les documents de Wikileaks et des grands journaux ne sont pas du tout poursuivis, heureusement, mais ils pourraient l'être théoriquement pour recel ou pour complicité. Donc c'est extrêmement grave. Au-delà de son cas, c'est vraiment un enjeu sur la liberté de la presse et la liberté d'opinion et la liberté tout court. C'est assez scandaleux parce que, en plus, cet espionnage acte, normalement, ne s'applique qu'aux citoyens américains. Assange est australien, il a 52 ans, et il n'est pas américain. Voilà, donc c'est un détournement de procédure qui a d'ailleurs été contesté hier et avant-hier. Alors on en arrive, si vous voulez, au procès, la procédure qui est en cours. La question est-ce qu'il va être extradé ou pas aux États-Unis? Aux États-Unis, il risque à peu près 175 ans de prison, pardon, avec toutes les accusations qu'ils lui ont mises. Bon, on s'aperçoit, y compris hier et avant-hier, les avocats américains ont beaucoup levé le pied parce que tout ça a été décortiqué lors d'un premier procès, les soi-disant preuves. Il y a très peu de choses qui tiennent vraiment la route. Donc, lors d'un premier procès avec une juge unique, il y avait, sur 100 pages, il y avait 90 pages qui expliquaient que certes, les Américains n'avaient pas tort dans leur demande, qu'il y avait des charges. On ne disait pas qu'il était coupable. La question, c'est de savoir s'il y a des charges suffisantes pour l'extrader. Donc, le jugement se terminait en disant oui, il y a des charges, mais l'état de santé d'Assange est tel que si on l'envoie aux États-Unis, il sera dans une prison supermax et il mourra. Et la juge unique avait donc finalement refusé l'extradition. Très bien, on était très contents, il allait être libéré très vite. Mais les Américains ont fait appel, ce qui est leur droit, et ont gagné un appel en disant en gros que s'il était extradé, il serait dans une prison très agréable, que ce serait très bien pour lui, et qu'il pouvait donner toutes les garanties.
Les juges d'appel ont suivi ça et donc on dit oui, vous pouvez l'extrader. Donc le gouvernement anglais, normalement, peut l'extrader, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça, puisqu'il reste ce dernier recours qui a été examiné par la Cour d'appel hier et avant-hier. Apparemment, il se passe bien. On est plein d'espoir parce que les magistrats ont eu l'air d'écouter. Ils n'avaient pas l'air de connaître le dossier. Ils ont posé des questions très pertinentes. Les avocats américains n'ont pas été très bons et pas été très convaincants. Julian Assange, il faut le savoir, n'était pas à l'audience parce qu'il est malade. Oui. Sa femme aussi était épuisée parce qu'elle fait le tour du monde pour essayer de le sauver. Et donc, on a eu plutôt une bonne impression avec une première décision qui ne sera pas rendue avant le 5 mars. C'est pour vous situer la chronologie. Parce que les Américains doivent communiquer les documents, enfin, il y a un échange de pièces. Donc, ils ne statueront pas avant le 5 mars. Après, personne n'a la boule de cristal. Les avocats anglais ne savent pas non plus. Qu'est-ce qui peut se passer si cette cour, High Court, dit que Assange n'a pas droit à faire un appel, il peut être mis dans un avion le lendemain. C'est un danger, c'est un risque. On n'y croit pas trop. On pense plutôt que d'abord le délibéré final va être assez long. Donc là, le 4 mars, c'est pas la décision définitive, c'est une première impression. Mais ça sera probablement pas avant un mois. Bon, si cette cour dit d'accord, il a droit à un appel, à ce moment-là, on referait tout le procès de première instance, la partie qui concernait Assange, et où l'Américain avait été gagnant, entre guillemets, mais le 10% faisait que, pour des raisons de santé, il n'était pas extradé, donc il était protégé à ce moment-là. Mais du coup, en premier appel, on n'a pas examiné la longue partie qui avait duré 2 ans. 2 mois, enfin, il y a eu le Covid, il y a eu des reprises, peu importe. Donc là, s'ils accordent ce droit, Assange pourra faire appel du premier jugement, et on est parti pour 2 ou 3 mois de procès. Mais tout ça n'est pas forcément mauvais, parce que l'opinion mondiale, quand même, se mobilise. Et surtout, depuis quelque temps, les Australiens sont des alliés extrêmement fidèles des Américains, à très haut niveau, le gouvernement, les parlementaires, on dit, bon, maintenant ça suffit, il faut arrêter, il faut le lâcher. Bon, il y a vraiment des pressions, outre tout ce qu'on fait en tant que militants, associations, syndicats de journalistes, enfin, à la République, vraiment tout le monde avant-hier, et dans le monde entier, fait que Assange n'est pas isolé, fait qu'il garde le moral, fait que les gouvernements réfléchissent et que maintenant les Américains et les Anglais ne peuvent pas faire n'importe quoi. Alors, il y a un autre Il y a élément quand même d'analyse. assez peu de médias qui réagissent. Il y a, en tout cas en France et même en Europe, on a l'impression que les gens ont un petit peu oublié cette affaire. Et que finalement, aujourd'hui, tout s'est estompé. Et alors, vous êtes encore un certain groupe de manifestants qui témoignaient du soutien pour Julian Assange. Vous l'avez dit, vous essayez de faire pression sur les politiques. Il y a l'actuel rédacteur en chef de Wikileaks qui affirme que si la France ne se fait pas entendre lors de ce procès, l'histoire se rappellera d'elle comme étant du mauvais côté, je le cite. Et il y a la porte-parole du gouvernement qui s'accroche à l'état de droit et qui explique vouloir laisser faire la justice. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous avez tout à fait raison. C'est une question que je me pose depuis 4 ans ou 5 ans. Je la pose quelquefois dans la rue en disant est-ce que vous connaissez Wikileaks ? On me dit ah oui, vaguement. Bon, est-ce que vous connaissez Julian Assange ? Oui, enfin bon. Donc effectivement, les médias français n'ont pas joué le jeu. Moi, je connais des journalistes avec lesquels on travaille depuis des années, dont un qui m'a dit il n'y a pas très longtemps mais qu'est-ce que tu perds ton temps avec Assange ? Pourtant, c'est un très bon journaliste. C'est une vieille histoire, voilà. Il y a le temps qui a joué, sans doute, l'oubli, parce que le temps passé à l'ambassade a fait qu'on l'a beaucoup oublié. Et il ne se passait rien pendant ce temps-là. Il y a le fait que, enfin, je crois que ça c'est sociologique, Wikileaks n'a pas été très connu en France, parce que dans les pays anglo-saxons, la mobilisation est beaucoup plus grande en termes de manifestations, de parlementaires qui signent. Nous, on a fait ce qu'on a pu. Nous et d'autres, hein. Nous on est membres du comité de soutien à Assange où tout le monde est fédéré, il y a une quarantaine d'associations, les syndicats de journalistes, les droits de l'homme, enfin tous les gens qui se groupent et on se soutient quand l'un lance quelque chose,
on y est, afin de peser le plus possible et le plus intelligemment possible. Mais on n'a pas réussi à accéder aux médias. Et bon, là, quand même, par exemple, sur France 2, lundi soir, il y avait 3 minutes sur le procès de Londres, c'est la moindre des choses. Mais je n'ai pas réussi, et pourtant j'ai assisté auprès de journaux de France Info, de France Inter, à arriver à faire un sujet pour dire qui était Assange, qui est en prison. L'une des raisons encore, je pense, c'est qu'il a été très sali, et la France a peut-être été plus réceptive à ça. Il ne faut pas oublier que pendant qu'il était enfermé, il y a eu des accusations de viol en Suède. C'est-à-dire que les Américains essayaient de le coincer en allumant une procédure. Il aurait soi-disant violé 2 Suédoises. Et du coup, la Suède le réclamait à l'Angleterre, mais la Suède l'aurait ensuite livré aux États-Unis. C'était assez tordu. Il faut savoir que ça, qu'il lui a porté un tort considérable, dit du mal, il en restera toujours quelque chose, c'est totalement terminé. Je vous recommande un livre qui est sorti il y a quelques mois, qui est le livre de Nils Melzer, qui est qui a été rapporteur spécial de l'ONU sur les tortures et qui a rencontré Assange, et c'est un professeur suédois, un professeur suisse, qui a fait un livre juridique, c'est-à-dire tout est décortiqué, c'est pas du blabla, c'est extrêmement intéressant pour comprendre tout ce qui s'est passé, ce qui est vrai, ce qui est faux. Bon, et sur l'opération suédoise, ça part d'une relation qu'il a eue une nuit, mais en Suède, il faut savoir qu'il est interdit d'avoir une relation sans préservatif. Et c'est parti de là, d'une simple déclaration, mais il n'a jamais violé ces 2 Suédoises. La procédure a été gonflée artificiellement, elle s'est endormie, et puis elle a été relancée quand il a été attrapé et mis en prison, et maintenant elle est classée, il n'existe plus rien. Mais c'est très grave, parce qu'il a traîné ça pendant des années, donc ça a sans doute joué aussi, dans le silence. Mais la question, on se la posera toute notre vie. Il y avait dans le monde diplomatique un remarquable article qui est en ligne aujourd'hui, de André Halimi, qui était titré ainsi et qui ressort tragiquement ces jours-ci, et si Assange s'appelait Navalny. On va finir là-dessus, il nous reste 1 minute, effectivement. Vous pouvez nous parler rapidement du cas Navalny, sur lequel vous vous engagez également, je crois. Voilà, c'est extrêmement curieux. Cet article, je vous invite à le lire, c'est très facile à trouver. Hein. C'est une réflexion que je ne vais pas refaire ici, mais ce sont des pistes pour ceux qui veulent aller plus loin. Donc l'article s'appelle « Et si Assange s'appelait Navalny ?» C'est une réflexion passionnante pour répondre à la question que vous posiez et que beaucoup se posent, c'est comment se fait-il que le cas d'Assange en France n'ait pas davantage ému l'opinion au point d'arriver à faire pression sur le président de la République pour que celui-ci fasse ce qu'on lui demande depuis des années dans les interviews et que je lui ai demandé ce matin en terminant, c'est-à-dire qu'il offre rapidement l'asile politique à Assange, parce que ça changerait les cartes. Les Anglais et les Américains ne pourraient plus faire leur petite cuisine tranquillement. Ça pourrait bouleverser le système. Je rappelle qu'il y a des villes, on a du mal aussi. En Italie, Rome et Naples ont fait, par exemple récemment, Assange citoyen d'honneur de Rome et Naples. Paris, on n'arrive pas, on a pris des contacts, oui, on va voir. Bon, symboliquement, dans les semaines qui viennent, si on arrive à faire que Paris devienne, que Assange devienne citoyen d'honneur de Paris, ce serait très bien. Mais surtout, d'interpeller le président de la République pour qu'il offre l'asile. Alors, je rappelle qu'il l'a offert rapidement à Navalny quand celui-ci était dans le coma en Allemagne. On va finir là-dessus, François Corbert. Voilà. Alors, Navalny est mort et lui a effectivement bénéficié pendant des années d'une couverture de médias qui a fait que son cas était beaucoup plus connu que celui d'Assange. Pourquoi je n'ai pas de réponse. Maintenant, il est mort et la couverture est évidemment encore plus grande. Et on s'y intéresse parce que notre association est à qualité pour faire des actions à l'étranger. Donc, on doit finir là-dessus, malheureusement, François Corbert, mais on va suivre effectivement la suite de ce procès et la façon dont s'engage votre association. On vous réinvitera probablement en fonction de l'issue et de la décision de la justice. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Je rappelle que vous êtes spécialiste du droit pénal et de la défense des droits des détenus et délégué général de Robin des Lois, une association de défense des droits des personnes détenues et des libertés publiques. Merci beaucoup.